Bonjour à tous, bienvenue dans le Vendée Live, l'émission quotidienne du Vendée Globe. Nous sommes en direct et en public depuis les Sables d'Olonne. Et autant dire que la semaine débute à très grande vitesse. Les records de distance et donc de rapidité n'ont cessé d'être dépassés cette nuit. Vous l'avez compris, le niveau est très élevé sur cette 10e édition. La preuve en images avec Yannick Bestaven, vainqueur de l'édition 2020. Le skipper Maître Coq qui se trouve dans le top 10 nous invite donc à prendre de la vitesse. Regardez. Et la vitesse, évidemment, on va en parler durant toute cette émission, notamment avec nos invités. Et justement, avec nous aujourd'hui, Lucille Woodward, coach sportive, journaliste santé et blogueuse. Bonjour Lucille, bienvenue dans le Vendée Live. Merci beaucoup, bonjour. Avec vous, on reviendra sur l'importance de la préparation physique et votre rencontre avec l'un des 40 skippers de cette 10e édition. Et puis avec nous, comme tous les jours, Xavier Macaire, notre consultant météo et stratégie. Salut Xavier. Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et au-delà d'être avec nous en plateau pour évoquer la suite de la course, tu es aussi et surtout skipper, notamment en classe 40 depuis 3 ans et avec notamment 2 victoires sur cette saison. Lucille, vous êtes, on l'a dit, une coach sportive, notamment au travers de votre chaîne YouTube où vous présentez de nombreuses vidéos sur le sport et l'alimentation, 2 thèmes que connaissent évidemment très bien les skippers du Vendée Globe. Alors finalement, quel regard vous portez sur ces athlètes de très haut niveau ? Oui, c'est vrai que j'avais beaucoup échangé quand j'avais été à New York, en fait, lors du départ de la New York Vendée avec certains des navigateurs et ils m'ont beaucoup parlé de leur préparation physique et notamment de l'importance de prendre en muscle, de la masse musculaire avant d'embarquer en fait pour le Vendée Globe parce que même s'ils se nourrissent bien avec leur alimentation déshydratée, il y a quand même un fort risque de perte de poids et donc en fait l'idée c'est de construire de la masse musculaire pour un petit peu la dévorer au fil du temps et des 3 mois environ de navigation pour ensuite pouvoir terminer la course avec un peu d'énergie. Donc c'est vraiment une stratégie assez particulière de construire de la masse, être costaud pour pouvoir tout doucement s'auto-grignoter pour ainsi dire. Et notamment Charlie, lui m'avait raconté qu'il nageait assez régulièrement dans sa préparation physique pour se construire de l'endurance, se sentir à l'aise et avoir aussi ce lien avec l'eau permanent. Et justement, Charlie, qu'on essaiera d'avoir dans quelques instants. Avant ça, on va prendre des nouvelles de la flotte et autant dire que la nuit a été ponctuée de records. C'est une folle nuit, Xavier. Oui, le fait du jour, c'est vraiment le record de Johan Richomme. Il a battu le record des 24 heures en solitaire, en monocoque. Il a établi un nouveau record à 579 000 à une vitesse de 24,16 nœuds. Ça représente 1073 km à une vitesse de 44 km/h. En solitaire, en monocoque. C'est très rapide. Il avait déjà établi un record le 20 novembre à 551. Il avait été repris ce record ces derniers jours par Nicolas Luneven, par Charlie Dalin, par Thomas Ruyant. Mais finalement, c'est Johan qui a fini par reprendre le flambeau et récupérer son trophée, son record. On verra dans les jours à venir et surtout dans des globes s'il est battu. Mais pour l'instant, c'est Johan qui a repris ce record. Ça ne s'arrête pas. Voilà. Allez, on continue. On va voir ça sur la cartographie donc. Notamment le groupe de tête, les 3 premiers, les 3 leaders, qui sont très rapides en ce moment. Donc Johan Richomme, ici en bleu, qui a battu donc le record des 24 heures ce matin. Charlie Dalin, solide leader du Vendée Globe depuis plus de 3 jours. Et Thomas Ruyant, juste derrière, qui est vraiment dans la roue de Charlie Dalin, qui s'accroche. Et il le dit lui-même, vous allez voir en image, il dit « on est à la chasse au Charlie Dalin ». Simple, on se rend peut-être pas bien compte en vidéo, mais ça secoue pas mal. Voilà, le bateau est à l'aise dans ces conditions-là. En plus, j'ai réussi à bien dormir cette nuit tout en allant vite. Donc c'est bien, je suis content là, c'est cool. Voilà, la chasse au Charlie continue. À la plus. Et il aimerait bien grappiller un petit peu quelques milles et revenir sur le leader.
En tout cas, il va très vite. Ça va très vite aussi pour les autres bateaux du groupe des 10 premiers, jusqu'à Paul Meillat qui est ici. Ils vont tous entre 20 et 25 nœuds actuellement. Ils ont du vent soutenu, ils vont très vite. Ça ralentit un petit peu sur le groupe de derrière, entre Samantha Davis, Justine Métro et Damien Séguin. Plutôt des vitesses autour de 15-20 nœuds. Ils ont un petit peu moins de vent. Et si on recule encore dans la flotte, alors là, ça ralentit beaucoup. Ils ont vraiment des vents très modérés, plutôt calmes, plutôt faibles. Entre Louis Burton et ici, Jinkunshu, c'est des vents des vitesses entre 10 et 15 nœuds. Voilà, donc plutôt pas trop de vent sur l'arrière de la flotte, des vitesses un peu lentes. Plus on est en avant, plus ça va vite. Plus on est en arrière, moins ça va vite. C'est ça, l'élastique commence à se tendre et peut-être bientôt à rompre. Avant ça, peut-être le classement, Xavier ? Alors au classement, donc évidemment le Charlie Dalin en leader, assez proche Thomas Ruyant et Johan Richomme qui sont à moins de 70 000, donc des distances assez serrées. Toujours le groupe de tête assez compact jusqu'à Paul Meillat et Samantha Davis, 270 000 Samantha Davis. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, on va regarder les premiers bateaux à dérive. Ici, les bateaux à dérive donc, qui n'ont pas le signe du foil, donc Jean Le Cam, 20e, Éric Bellion, 21, Violette d'Orange, 22, Conrad Coleman, 23, entre 880 et 960 000 du leader. Si on regarde vers l'arrière de la flotte, tout au bout de la flotte, l'élastique se tend, les écarts s'augmentent, puisque derrière ils vont moins vite, devant ils vont vite. Donc Jinkunshu à 1400 000 et Chabi Véroès à 1290 000. Merci beaucoup Xavier pour ce point. Lucie Woodward, vous évoquiez à l'instant le leader de la flotte, Charlie Dalin. Charlie Dalin que vous avez eu la chance de rencontrer en juin dernier lors de la course New York, les Sables d'Olonne. Il s'agissait là de la dernière course qualificative pour le Vendée Globe. Une course remportée par Charlie Dalin. Une expérience évidemment, on l'imagine, énorme, extraordinaire pour vous. Alors finalement, qu'est-ce que vous a apporté cette rencontre avec l'un des favoris de cette 10e édition? Racontez-nous. En même temps, on voit des images de New York. C'est incroyable. Oui, c'est vrai que c'était très impressionnant. Alors en plus, on a eu la chance de monter sur les bateaux. Moi, j'ai pu monter sur l'IMOCA Massif, donc c'est vrai que c'était très impressionnant. Alors malheureusement, cette journée-là, il n'y avait pas énormément de vent, donc on n'a pas pu vraiment ressentir cette grosse vitesse. Voilà, magnifique avec le gilet de sauvetage réglementaire. Ce qui était très impressionnant, c'était de parler à Charlie et de voir vraiment sa préparation mentale déjà faire effet. En fait, quelques mois avant le départ du Vendée Globe. On est vraiment sur un sportif de haut niveau préparé à la gagne, préparé à se battre pour la victoire, à avoir sa place devant, comme il le dit et comme son équipe le dit. Et donc, ce fait un peu aussi assumé, qui est pas forcément toujours facile aussi à dire comme ça devant les autres. Voilà, moi j'ai envie de gagner. Bon, il a déjà très très bien performé à l'édition précédente, mais voilà, c'est assez rare finalement, même aussi pour des sportifs français, de s'affirmer comme ça en tant que leader et de continuer à avoir envie de gagner. Donc on a beaucoup parlé de ça, de sa préparation mentale, du fait d'assumer sa place devant. Et si jamais on arrive à discuter avec lui, je pense que c'est vraiment une question que j'aimerais lui poser. En fait, comment est-ce que là, mentalement, quand on est leader, qu'est-ce qu'on pense en fait quand les autres nous suivent exactement la même route? Je pense que il y a forcément du psychologique qui doit pas mal jouer. Et puis aussi, moi, ce qui m'avait particulièrement choqué, c'était vraiment la taille du cockpit en fait des navigateurs. Enfin, il faut vraiment s'imaginer qu'ils n'ont même pas 3 mètres carrés à vivre pendant ces 3 mois de course en fait. C'est très très exigu, minuscule. Il y a vraiment un fauteuil pour naviguer et dormir un peu à l'intérieur, des mini-lits, mais vraiment qui font peut-être 50 cm de large de chaque côté de la cale à l'intérieur du bateau, mais c'est vraiment minuscule. On a du mal effectivement à s'en rendre compte, mais oui, vous avez raison, on a du mal à s'imaginer. Alors on essaie toujours évidemment de joindre justement Charlie Dalin. C'est ça aussi le direct, ça reste des skippers en mer, et nous on va continuer, parce que tout à l'heure on parlait avec vous de la préparation physique, et bien autant dire qu'il en faut de la préparation physique, tant la vitesse est importante et le rythme est soutenu à bord des IMOCA. La preuve en image avec Sébastien Simon, skipper du groupe Dubreuil, qui se trouve ce matin à la 4e position. Écoutez-le. Le bateau est à 24 nœuds de moyenne à peu près sur 30 minutes. Là on est en portant sous J0. C'est un rythme soutenu pendant 4 jours à peu près. Assez intense, et à la fois c'est cool parce que le bateau glisse et en même temps on tire sur la machine, donc pas facile de positionner le curseur correctement.
Et en effet, hein, c'est pas facile, mais et peut-être que celui qui va nous rejoindre maintenant va nous le confirmer. En effet, hein, avec nous, le leader de la flotte, celui qui revient pour son deuxième Vendée Globe et qui avance à plus de 22 nœuds en moyenne depuis 48 heures. Vous le voyez, il est donc au devant de la flotte. Bonjour Charlie, comment ça va quand on est en tête depuis 3 jours et que les conditions sont incroyables? Bonjour à tous. Plaisir de vous avoir sur le live aujourd'hui. Je gère mes changements de voie, je gère mes trajectoires. Voilà. Je fais ça comme si j'étais à n'importe quelle place de la flotte au final. Et voilà, je suis concentré sur les jobs de la journée et les jobs qu'il y a à faire. Je vais faire une petite manœuvre justement, donc je suis un peu... j'ai un petit peu chaud là. Ça devrait peut-être bientôt changer. Alors Charlie, tu as passé l'équateur jeudi, on va le rappeler. Hein, pour l'occasion, tu as fait la traditionnelle offrande à Neptune, une offrande faite avec du Calvados de Normandie, donc de chez toi. Il y a 4 ans, tu n'avais pas fait cette offrande. Finalement, cette fois, le sort est rompu. Ça y est. Je sais pas, il faudra attendre le retour en Nord pour le savoir. C'est vrai que voilà, j'avais eu dans le doute, je suis pas superstitieux, mais dans le doute, j'ai quand même voilà, respecté la tradition. La dernière fois, j'avais un problème de cage de foie, j'espère que je pense pas qu'il y ait une commission qui vérifie qui a fait une offrande ou pas qui a pas fait d'offrande, mais bon, on sait jamais. Donc, j'ai respecté la tradition comme il se doit, et c'était aussi important pour moi de marquer ce passage dans l'hémisphère sud parce que c'est tout ce que le gros du Vendée Globe se passe dans l'hémisphère sud. C'était un peu me mettre dans un sas, franchir ce sas, rentrer dans ce cœur de course qui est l'hémisphère sud. C'est ça, c'est une première étape, mais la course évidemment est encore longue. Charlie, on a Lucille Woodward que tu avais rencontrée à New York pour la course. Elle est avec nous en direct. Évidemment, Lucille, vous avez forcément un mot pour Charlie ou une question même. Oui, bonjour. Déjà pour te féliciter pour cette place de devant que tu mérites et que tu es allé chercher parce que tu as dû avoir quand même des passages un peu difficiles quand tu étais 25e au moment où c'était un peu mou. Et j'ai une question pour toi. Comment est-ce que tu vis là mentalement le fait d'être devant, que tout le monde te suit, que tu es le chassé? Est-ce que ça rajoute un stress supplémentaire ou au contraire, est-ce que tu arrives à vraiment faire abstraction de ça et à tracer ta route sans y penser? C'est clairement la deuxième réponse, j'y pense pas du tout, vraiment pas du tout. Puis concentré sur ce que j'ai à faire et je pense pas du tout à ça parce que déjà le Vendée Globe c'est une course très longue et qu'on vient à peine de commencer et que on est encore dans l'Atlantique. Donc non, autant j'étais pas stressé quand j'étais un peu plus derrière parce que je savais que la route était longue et là pareil vraiment les temps les situations les unes après les autres vraiment et ouais non c'est sûr, ça fait plaisir hein, d'être devant, c'est top d'être leader du Vendée, mais ouais, je pense vraiment pas plus que ça. C'est toujours mieux quand même d'être devant. Charlie, on est aussi avec Xavier Macaire sur ce Vendée Live. Xavier, un mot peut-être pour Charlie? Oui, bien sûr. Charlie, bravo déjà, c'est une super trajectoire. C'est vraiment passionnant de suivre ce Vendée Globe et particulièrement ta route, tes vitesses et ta trajectoire. On voit que c'est des conditions, ça va très vite, ça bouge beaucoup. J'ai envie de te demander, est-ce que tu arrives à dormir, à t'alimenter ou est-ce que c'est vraiment difficile en ce moment? Comment ça se passe la vie à bord un petit peu ces jours-ci? Ça dépend des phases. Hein. Comme tu sais, des fois, la mer, je sais pas trop pourquoi, elle est un peu mieux rangée. L'angle entre la mer et le bateau est un peu mieux et ça le fait. Et puis, je sais pas pourquoi, il y a des phases de quelques heures où c'est vraiment compliqué. C'est un peu ça que j'ai eu. Voilà, par exemple, là, en ce moment, là, c'est plutôt cool. Et hier, en fin de journée, il y a eu une phase où vraiment, le bateau bougeait dans tous les sens. Et là, c'est compliqué pour dormir. Le reste de la nuit, c'est plutôt bien passé. Mais ouais, c'est ça. Tu sais pas vraiment en fait à quel moment tu vas être dans de la mer
un peu plus compliqué. Mais non, là, j'ai réussi à prendre mes petits céréales du matin, tout à l'heure. Je pense que quand j'ai raccroché, je vais faire mon déjeuner. Non, là, j'arrive à manger, mais ouais, c'est vrai que hier soir, j'ai un peu eu de mal à rentrer dans ma sieste. Après, le reste de la nuit, c'est plutôt bien passé. J'ai réussi à faire pas mal de siestes le reste de la nuit, donc ça, c'est cool. Mais après, voilà, on s'habitue au final. Hein, tu vois, là, je fais des pointes à 27 à l'heure actuelle, et en fait, ça fait ni chaud ni froid au final. Parce que, en fait, t'es tellement habitué à avoir fait haute vitesse que en fait, le corps s'habitue. Hein, l'être humain est plutôt bien fait à ce niveau-là et arrive à s'adapter à, à, à ces nouvelles situations qui, au bout d'un moment, du coup, deviennent plus nouvelles et deviennent la norme. On s'y habitue, mais on va quand même rappeler que ça reste quand même des vitesses incroyables. Merci beaucoup, Charlie, d'avoir été avec nous. Bien sûr, en tant que leader, on te souhaite tout le meilleur. Comme le public est avec nous, tends l'oreille, il était là, il va t'applaudir et t'encourager. Bravo. Merci beaucoup, Charlie, d'avoir été avec nous. Allez, il y a un endroit où les conditions sont moins rudes et la préparation physique n'est pas forcément nécessaire. C'est sur Virtual Regatta, la course virtuelle du Vendée Globe. Vous êtes près de 700 000 désormais à y jouer. Et pour ce début de semaine, eh bien, on va faire un point avec notre spécialiste. Salut Sébastien. Alors, dans le virtuel, dis-nous où en est la flotte? Eh bien, la flotte, ça avance très bien. Justement, c'est très intéressant parce qu'on remarque que pour l'instant, la flotte est en train de se regrouper. On a une option S, on se rappelle, voilà, au large du Cap Vert. Et donc, justement, en fait, toutes les options sont en train de se regrouper. Évidemment, quand on est un peu derrière, il va falloir tenter des options pour se rattraper. Mais voilà, qui est rigolo, c'est que sur les premiers routages qu'on essaye, bon, qui sont encore un peu hasardeux jusqu'à bonne espérance, on remarque que justement, qu'on est à l'Est, et on peut réussir à rattraper finalement la tête de la course. Et donc, rien n'est perdu et la course est encore longue. Donc voilà, que de bonnes nouvelles pour tout le monde. C'est ça, et c'est bien de rappeler que la course est encore longue. Alors on le sait, le Vendée Globe, c'est une course en solitaire, mais une véritable équipe est forcément derrière. Et finalement, c'est un peu le cas aussi en virtuel. Dis-nous ça. Et oui, c'est ça, exactement. En fait, effectivement, je vais pouvoir vous faire des petits tutoriels de 2 minutes de temps en temps, mais en fait, on peut faire créer des équipes sur, le jeu, et tous les joueurs expérimentés qui ont beaucoup joué, qui ont fait de nombreuses courses, en fait, connaissent toutes les petites astuces pour, par exemple, bien faire, le tour du Cap Horn, pouvoir longer les côtes sans s'échouer, comment faire son routage, de manière efficace et bien appliqué au jeu et pas autrement. Et donc, c'est en allant chercher, toutes ces connaissances et en partageant, son expérience qu'on va apprendre et progresser dans le jeu et peut-être devenir le meilleur skipper et arriver premier au bout. C'est l'objectif. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous. On se retrouve évidemment jeudi pour de nouveaux conseils sur Virtual Regatta. Et puis nous, on retourne en mer, car depuis le début de la course, on évoque évidemment les vitesses, les stratégies, mais le quotidien d'un marin, c'est aussi faire face aux conditions et à cette humidité et cette eau salée qui grignote le corps. Et vous allez l'entendre, tout le corps peut être victime de ces conditions. C'est ce que nous raconte Kojiro Shiraishi, skipper DMG Mori, le premier japonais sur ce Vendée Globe. Écoutez. ちょっとお腹の調子が悪いのと、あとね、お尻の汗もがひどいですね。お尻の汗もがひどくて、チャートテープに座るのが結構痛いです。という、汗もはね、結構赤道で毎回起きるんですけどもね、なんかいい対策ないかなと思いながら毎回汗もで苦しんでおります。En effet, c'est un sujet qu'on évoque peu. Lucille, en effet, le corps, il faut y faire attention et dans sa globalité finalement. Oui, alors c'est vrai que tous les problèmes dermatologiques, moi j'y connais pas grand-chose, mais oui, bien sûr, de toute façon, surtout le corps comme ça soumis à de l'hydratation qui peut faire un peu défaut, une alimentation un peu sommaire ou différente de ce dont tu as l'habitude et le manque de sommeil, parce que finalement, pour la régénération de la peau, la régénération de l'énergie, le cœur, les muscles, c'est toujours le sommeil en fait qui est le médicament numéro 1 pour se sentir bien et se sentir mieux. Donc tout ce manque de sommeil, pour l'instant c'est le début, mais ça va progressivement faire de plus en plus effet. Et donc oui, il faut énormément prendre soin de soi et essayer, je pense vraiment pour tous ces navigateurs,
de gérer au mieux le sommeil. On a entendu qu'avec des vitesses, les variations du vent au cours du jour et de la nuit, c'est hyper difficile. Et c'est pas toujours simple, en effet. Effectivement, Xavier, toi qui es skipper, ce que raconte Kojiro, ça te parle forcément, explique-nous. Oui, bien sûr, quand on est dans un milieu humide comme le bateau, on est assis en permanence, on voit bien que ça bouge beaucoup, il ne peut pas rester debout tout le temps. Donc il est assis, c'est humide, il fait très chaud aussi, il vient de passer l'équateur. Donc on a un problème effectivement de peau, de boutons, de douleurs aux fesses et il faut prendre soin de soi. Il faut rincer avec de l'eau douce, il faut mettre du talc, de la crème pour prendre soin de soi. Mais j'ai déjà eu ces problèmes-là pendant des courses transatlantiques où on arrive au point qu'on ne peut plus s'asseoir, c'est très douloureux. Donc il faut essayer de guérir ça en amont et pas attendre que ça empire. Et ça, c'est le conseil pour Kojiro. Allez, on va prendre l'air du large à présent avec le skipper Tanguy Le Turquet à bord de Lazare. Il nous permet de découvrir le plus grand oiseau marin vivant en Europe. Il s'agit du foot-bassin, un oiseau facilement reconnaissable. Vous allez voir, écoutez. C'est un malin, tu vois, il se met à l'étrave du bateau là. Et en fait, il attend que les poissons volants sortent de l'eau quand le bateau tape dans l'eau parce que ça leur fait peur. Et hop, il les becte. Il les bouffe tranquillement. Ça fait 2 jours là, il se casse le ventre, le copain. Un compagnon et un compagnon gourmand. Allez, on revient sur Terre avec le point météo et stratégie de Xavier. Alors, quelle est la situation, Xavier? L'élastique se tend, le fameux élastique. Tout à fait. Donc si on regarde la situation actuelle générale, on a toujours cette dépression ici, le groupe de tête, et on voit que le groupe de tête est dans un couloir de vent ici, et cette dépression va se déplacer vers le cap de Bonne-Espérance. Le but pour ce groupe de bateaux, ça va être d'accompagner cette dépression, de rester dans ce couloir. On a une cassure qui se fait ici, au niveau de Louis Burton, où derrière, tout le groupe de bateaux de derrière n'est plus dans le système de la dépression qui est ici, qui s'arrête à peu près au niveau de Louis Burton. Donc on peut commencer de parler d'une cassure dans les différents groupes de bateaux. Si on regarde ensuite un petit peu plus zoomé, on a la dépression toujours, qui va se déplacer vers le sud-est, les bateaux de tête. On a une zone de vent un petit peu plus fort ici, en orange, avec 25 nœuds de vent. C'est pour ça qu'actuellement, le groupe de bateaux de tête va plus vite. Et derrière, un petit peu moins de vent dans la zone verte, 15 nœuds de vent, ici 25 nœuds. La cassure se fait à peu près au niveau de Paul Meillat. Et Paul Meillat qui nous dit justement qu'il faut placer le curseur plutôt haut pour rester aux avant-postes dans la flotte. On l'écoute. Bon, on est bien monté et un peu plus de mer aussi. Voilà, mais il faut continuer d'attaquer parce que faut que cette dépression, il faut l'accompagner, parce que sinon on se retrouve dans la molle. Non, pas de vent. Difficile de trouver où mettre le curseur, mais globalement, il faut quand même attaquer. Et justement, Xavier, qu'est-ce que ça va donner ces prochains jours? Alors, qu'est-ce que ça va donner si on regarde un routage, donc une projection sur les 48 prochaines heures, des bateaux de tête, Charlie Dalin, Yannick Bestaven et Clarisse Kremer. Ils vont donc, comme je vous le disais, accompagner cette dépression en direction du cap de Bonne-Espérance. Mais on voit que Clarisse Kremer, elle a du mal à rester en avant de la dépression. Elle risque d'être un petit peu décrochée, de se retrouver dans cette zone bleue derrière où il y a moins de vent, alors que Charlie Dalin et Yannick Bestaven arrivent, eux, à rester en avant de la dépression. Si on regarde sur le paquet de l'arrière, on a dit qu'il y avait une cassure et qu'il y avait un deuxième paquet. Isabelle Joschk, Kojiro Shiraishi et Konrad Coleman, on voit qu'ils n'arrivent pas à se maintenir dans la dépression qui est en train de partir ici. Et ils vont se retrouver dans un autre système météo. Avec là, on voit beaucoup moins de vent. Les couleurs bleues, c'est plutôt des vents 5 à 10 nœuds. Merci beaucoup, Xavier. Nous voilà déjà arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Lucille Woodward, d'avoir été avec nous. Peut-être un dernier mot. En effet, on parlait de préparation physique. On n'a pas besoin d'aller faire le Vendée Globe pour aller bien. En 2 mots. Ah non, surtout pas. On peut faire juste une demi-heure de sport tous les jours, en commençant par aller marcher, par exemple, dehors, à la lumière du jour. Plus on prend le soleil, même quand il fait mauvais temps, et mieux on se sent psychologiquement, on arrive à mieux dormir et on a plus envie le lendemain d'y recommencer. Eh bien, ce sera le conseil, effectivement. On va être obligé de terminer, en effet, parce qu'on est sur InfoSport Plus aussi, et c'est les conditions du direct. Merci beaucoup, Lucille Woodward, d'avoir été avec nous. On le rappelle, on peut retrouver toutes vos vidéos sur le sport et l'alimentation sur votre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Merci également à Xavier pour ces jours passés ensemble. Demain, c'est un autre consultant qu'on retrouve, Étienne Zaïz, également skipper notamment à La Rochelle. Et puis demain,
à cette même place Hélène Cougoul, à qui je passe le flambeau. C'est un petit jeu entre nous. J'ai été évidemment ravie d'être à vos côtés. Ce qui ne change pas, vous le notez, c'est l'heure, 12h30 en direct sur les réseaux sociaux et sur Infosport Plus, ou pourquoi pas également en public. En attendant, on termine à bord d'Apicil avec Damien Seguin qui nous offre des images assez inédites, vous allez le voir, alors qu'il était parti éponger un peu dans l'un des compartiments étanches à l'intérieur du bateau. Il a ouvert la trappe de survie, cette petite porte qui se trouve à l'arrière du bateau et qui sert généralement en cas de graves problèmes pour permettre aux skippers de sortir. Eh bien cette fois, rien de tout ça et c'est tant mieux, c'est juste pour le plaisir, pour être au plus près de l'océan et voir comment les bateaux filent à toute allure. Regardez, prenez-en plein la tête.